C'était déjà un acte militant pour nous de dire on peut faire des films en Martinique avec des techniciens Martinique, Guadeloupe. On a des très bons techniciens en Guyane aussi aujourd'hui, à La Réunion n'en parlons pas. Donc on peut faire des films avec des équipes locales qui n'ont rien à rougir. Réflecteur, le podcast sur l'écosystème des films documentaires. Épisode 29, Portrait. Je m'appelle Anaïs Bajeux, je suis cadreuse, monteuse et réalisatrice, à l'embouchure des films alimentaires et de ceux qui me font vibrer, à l'estuaire de l'autoproduction et de la diffusion télé. Ces chroniques making-of vous invitent dans les coulisses du processus de création. Projet alternatif autoproduit ou documentaire destiné à la télévision ou au cinéma, de l'idée du projet à la diffusion, comment s'est construit ce film ? Car créer un documentaire est une aventure incertaine au long cours. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre du réalisateur Olivier Osier-Lafontaine, que vous avez déjà entendu dans l'épisode précédent. Né en Martinique et ayant vécu en France hexagonale et à La Réunion, Olivier réalise des films de fiction et des documentaires. Cet épisode est consacré à son parcours professionnel et a été enregistré dans la maison familiale d'Olivier, sur les hauteurs de Fort-de-France, au tout début de l'année 2025. Est-ce que tu peux me dire comment tu as commencé ta carrière audiovisuelle ? Ah oui, ça aussi c'est très précis dans ma tête. J'avais 20 ans, j'étais en Martinique, titulaire d'un BTS commerce international. J'avais envie d'exporter, parce que moi j'aime mon pays, j'avais envie de commercer avec ce qu'on fait. Et je me suis rendu compte que commerce international, les seuls débouchés que j'avais en Martinique, c'était de bosser pour un transitaire ou dans une société, mais faire de l'import en fait. Et moi, j'en avais déjà à l'époque, je ne m'en rendais peut-être pas compte, mais c'est devenu plus clair dans ma tête avec les années. Je n'avais pas forcément envie de participer de ce système consumériste qui fait qu'aujourd'hui, on en est où on est, encore. Et du coup, j'ai eu une grosse remise en question. J'ai eu mon premier gros poil. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas un gros poil, c'est un chagrin d'amour, mais en créole, on va dire que c'est décuplé parce que ça mélange énormément de choses. C'est vraiment un fait sociétal chez nous, le gros poil. Et j'étais là, je bossouillais un petit peu déjà dans le milieu artistique, pour une agence artistique. Et puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'aime ? En fait, je vais essayer de me recentrer sur une passion personnelle. Qu'est-ce que j'aime ? Et à l'époque, ça ne m'avait jamais même effleuré l'esprit, mais c'est vrai que j'aimais bien regarder, lire des choses sur des making-of de films, regarder il y avait une émission qui s'appelait Le cinéma des effets spéciaux, je regardais comment c'était fait et tout. Et j'ai dit, mais vraiment, ouais, comme la phrase sur le Crédit Martiniquais, c'est une phrase qui est passée dans ma tête, tiens, si je faisais du cinéma. Et j'ai commencé à m'enseigner sur les écoles de cinéma, sorti d'un milieu familial qui n'est pas du tout artistique. J'ai une de mes sœurs qui est monteuse aussi, mais c'est un hasard. Ça paraît étrange, les gens me disent, ah, t'as suivi ta... Non, pas du tout, c'est un hasard total. Je n'ai absolument pas suivi ma sœur, je ne savais même pas ce qu'elle faisait comme métier. Et donc voilà, donc je commençais à me renseigner sur des facs à New York, en Californie, à Paris, à Nice, machin, tout ça. Et forcément, j'avais envie de faire UCLA, parce que bon, c'est UCLA, quoi, c'est la fac où il y a eu Spielberg, enfin voilà, quoi, les plus grands sont passés par là. Mais bon, finalement, je me suis rabattu sur Paris, l'ESRA, et puis j'ai fait mes 3 années d'études. 2 années de tronc commun, 3e année, il faut prendre une spécialité. Bizarrement, au lieu de prendre la spécialisation réa, j'ai pris la spécialisation montage, parce que j'estimais que ça m'amènerait plus vers la réalisation que l'option réalisation. Parce que quand on est en bout de chaîne, en fait, je recevais des images et ça me permettait de voir, en fait, tiens, j'aurais fait ça comme ça, j'aurais fait ci comme ci. Donc, je trouvais ça plus intéressant. Et puis surtout, quand j'ai découvert le montage en fin de première année, ça a été vraiment un coup de cœur, quoi. Vraiment un coup de cœur. C'est moi qui n'avais vraiment jamais eu, à part une Game Boy de console de jeu, quand j'étais devant un Avid, à l'époque c'était Avid Express ou Avid Media Composer qu'on avait, mais pour moi c'était un jeu en fait, c'était un Tetris, j'assemblais les plans sur la timeline, je m'amusais, je faisais des trucs, c'était génial en fait. Donc j'ai découvert cet univers et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur, sans lâcher mon objectif qui était de réaliser.
Et puis aussi parce que ça me semblait plus facile de me vendre comme monteur que de me vendre comme réal et que sorti de l'école, il fallait bien bouffer, quoi. Donc voilà, donc je suis passé par le montage et puis en 2008, je réalise mon premier court-métrage, Apocalypse. Donc je suis sorti en 2003, il y a quand même quelques années qui passent. Avec Bénédicte Clariget, ça nous a pris 2 ans de le produire, Apocalypse. C'était notre premier, ça a été déjà à l'époque un budget très confortable pour un court-métrage antillais. On était à plus de 125 000 euros, je crois, ce qui est quand même c'est énorme pour un court-métrage. En fait, on avait vraiment cet objectif de se dire on fait un long-métrage de 20 minutes. Donc on a vraiment produit comme un long-métrage. Tout le monde m'a dit « mais tu es fou, depuis quand tu payes les techniciens sur un court-métrage ?» J'ai dit « c'est déjà un acte militant pour nous de dire on peut faire des films en Martinique avec des techniciens Martinique, Guadeloupe. » On a des très bons techniciens en Guyane aussi aujourd'hui, à La Réunion n'en parlons pas. Donc on peut faire des films avec des équipes locales qui n'ont rien à rougir. Ce film a terminé au Festival de Cannes en 2010. Bénédicte Clariget, on en a parlé tout à l'heure dans l'épisode précédent quand on parlait du making-of de ton film, où tu disais qu'en l'occurrence, elle est directrice de casting. La façon dont tu en parles sur ce premier film que tu as réalisé, est-ce que vous avez été ensemble dans la même promo à l'ESRA ? Et est-ce qu'elle-même était déjà habitante de la Martinique ? Alors Bénédicte, ça fait partie de ces personnes de ce petit groupe d'amis que je me suis constitué à l'ESRA. On s'est rencontrés sur les bancs de l'ESRA et c'est très marrant que tu poses la question comme ça parce que voilà, on est à l'audio. Bénédicte, en effet, est une métropolitaine, mais qui vit depuis plus de 30 ans. Elle vit en Martinique, Bénédicte. Donc c'est marrant parce que je lui dis, c'est marrant parce que quand tu parles, tu as l'accent du Sud mélangé avec l'accent créole. Ça donne un truc que je trouve trop mignon, mais bon voilà. Et en fait, on m'avait dit, ouais, il y a une Martiniquaise aussi dans ma promo, parce qu'on n'était pas dans la même classe, mais on était en cours d'amphi ensemble, forcément. Et je disais, mais non, c'est quoi le nom ? Clariget ? Mais non, ça doit être une oreille qui est arrivée en Martinique, et puis elle a dit qu'elle est Martiniquaise. Voilà. Et il s'avère que finalement, un jour, elle m'adresse la parole en me demandant est-ce que j'avais réussi à avoir une bourse avec le conseil régional, machin, tout ça. On commence à papoter. Elle m'invite, on avait un 3e larron parce qu'on a fondé une association qui existe toujours aujourd'hui, même si elle est beaucoup moins active, qui s'appelle Ananas, une nouvelle association qui a produit énormément de contenu, qui a participé du tissu associatif culturel en Martinique de façon très très présente. On a toujours été réglo, c'est-à-dire que quand on embauchait des gens, on a toujours déclaré les intermittents. Franchement, nous, c'est vraiment notre cheval de bataille, ça a toujours été d'être réglo, d'essayer de faire d'abord travailler les techniciens locaux. On a produit d'autres courts-métrages, on a produit une série de 10 captations quand même, ce qui n'est pas rien quand on connaît les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, la scène vivante, le spectacle vivant en Martinique. Une collection qui s'appelle Allons au théâtre ce soir, qui a été financée à l'époque par la région Martinique. Et les compagnies en étaient ravies. Du coup, pour revenir à ce premier film, que déjà bravo parce que c'est conséquent déjà de monter un film, même si on n'a pas de budget, là d'arriver à trouver un budget bien ficelé et du coup de le diffuser de cette façon. Tu as parlé du Festival de Cannes. Suite à ça, vers quoi tu es allé ? À quoi ressemblaient tes envies de réalisation ? Je me suis très certainement endormi sur des lauriers avec Apocalypse en me disant j'ai fait ce film, on va venir me chercher. Ben non, ça marche pas comme ça. J'ai eu, ça va faire mal les gens, j'ai eu un autre gros poil qui a été quand même carabiné celui-là et qui était couplé aussi à un ras-le-bol d'être à Paris. Je suis rentré en Martinique en fait. Et j'ai peut-être pas fait le travail qu'il aurait fallu derrière Apocalypse. Donc après je suis rentré, j'étais dans une autre dynamique qui était plus de me dire je suis dans une logique de me réinstaller ici. Parce que la nature et horreur du vide, on m'avait déjà un petit peu remplacé, parce que j'avais bossé quand même ici pendant des années, repartir, revenir, repartir. Là, j'étais parti depuis un moment. Donc il a fallu que je refasse ma place en tant que monteur, en tant que RIA. Et voilà, donc ça m'a pris du temps. Et après, je suis retourné à la réalisation
En cours, hein. En fiction, je crois que c'est l'année 2014 où j'ai sorti, pour le coup, année riche, j'ai sorti 2 courts-métrages cette année-là. Voilà. À partir de quand tu t'es tourné vers le docu? À l'époque, la directrice des productions d'ATV, qui est une chaîne locale, me contacte. Et je bossais beaucoup avec eux à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et elle me dit, je sais que tu es très conscientisé politiquement parlant. Je sais que tu réalises. Aujourd'hui, je te propose ce projet, c'est de faire un film sur la campagne qui nous emmène à la fin de l'année, en décembre, à l'élection pour la CTM. La CTM, tu peux rappeler ce que c'est? La collectivité territoriale de Martinique. Donc on passe de conseil régional, conseil général, à une entité unique, une collectivité unique, qui s'appelle la collectivité territoriale de Martinique, qui regroupe les compétences des 2 entités. Donc elle m'a proposé de faire ce documentaire avec André Berton, qui est un journaliste aguerri, limite déjà à la retraite. Donc moi je me retrouve réalisateur, on va dire, plus artistique et technique, et lui vraiment le côté journalistique, à connaître tout le monde, à avoir les numéros de téléphone, à avoir une analyse aussi peut-être plus acérée et plus ancienne que la mienne aussi. Donc on a fait ce film qui était assez extraordinaire parce qu'on a tourné pendant quasiment 1 an, sans faire de vagues, en sous-marin, dans les équipes de campagne des groupes qu'on pensait qui arriveraient au second tour de l'élection pour la CTM. Après, en tant que monteur, j'ai été sollicité. Il y avait une directrice d'antenne qui venait d'être nommée en Martinique et qui voulait vraiment axer la grille sur le côté documentaire patrimonial, blablabla. Bla. Arrive Olivier Ronsin parce qu'il se retrouve avec le marché de cette série qui s'appelle Mémoire vive. C'était une série de 26 ou 52 minutes sur des personnages mémoriels et patrimoniaux de la Martinique. Je devais faire le premier. J'ai un film qui est accepté, machin, tout ça. Finalement, le film n'est pas accepté. Pour des raisons très floues. Je propose un deuxième qui n'est pas accepté. Je propose le troisième, Gallo sur le tombolo. En parallèle, je monte quasiment toute la série. J'ai dû monter la moitié de la première saison. Donc je monte les films des autres et tous mes films passent à la trappe. Bon. Et je finis par comprendre qu'en fait, la directrice d'antenne a un problème avec moi. De l'époque. Heureusement, ce n'est plus elle qui est là. Et je me dis, mais en fait, il y a un problème. C'est-à-dire que la nana, elle reçoit le dossier, elle voit mon nom, elle ne l'ouvre pas, elle le met à la poubelle, direct. Donc j'essaye d'avoir des explications. Et cette personne a quand même bloqué un film qui est très feel-good. Gallo sur le tombolo, c'est un film sur des mulets, il n'y a rien de méchant, au contraire, il est plutôt très sympa comme film. Pour le coup, celui-là, c'est, je pense, mon plus gros succès. Elle a bloqué le film 4 fois, elle a essayé de le bloquer une 5e fois, mais entre-temps, elle s'est fait virer, donc je l'ai fait. Donc voilà comment j'arrive, un peu de façon presque fortuite, à la réalisation de documentaires. C'était vraiment pas, moi, je viens de la fiction, et ce sont vraiment 2 univers très différents, où moi-même, mon travail est totalement... Autant, quand je suis en fiction, je suis dans une espèce de contrôle total de tout ce qui va se passer, de tout ce qui est à l'image, jusqu'à savoir limite ce qu'il va y avoir sur la table régie. J'exagère, mais pour qu'on se figure un peu le truc, quoi. Je suis vraiment en mode contrôle fric. Autant en termes de réalisation de docu, je laisse la caméra filmer et puis ouais, on voit où ça nous mène, quoi. Comment tu définirais le type de film que tu as envie de réaliser à l'avenir, si on parle seulement de films documentaires? Vers quel type de sujet? Qu'est-ce qui te fait vibrer, en fait? C'est un peu complexe. C'est un peu complexe comme question. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai été sollicité, et puis même j'ai eu des idées qui me sont venues depuis la banque, maman et moi, mais je suis sorti de ce film quand même très fatigué. C'était éprouvant comme travail. Et puis il y a la vie d'intermittent aussi qui est compliquée, qui fait que je suis tous les mois obligé de lutter avec
les piges, les machins, les trucs, est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Et j'étais fatigué, sincèrement. J'avais commencé à lancer un projet qui aurait dû m'emmener de la Martinique à l'île de Gorée. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un projet où il aurait vraiment fallu que je cours derrière les protagonistes. Et j'avais pas envie. J'avais pas la force. Et puis physiquement, j'étais fatigué. Je suis tombé malade et tout. Donc te dire aujourd'hui où est-ce que j'ai envie d'aller en termes de docu, sincèrement, je peux pas te répondre parce que je ne sais pas. C'est vraiment quand une idée va venir, si elle vient, et je me mets pas ni de limites, ni de barrières, ni de carottes, ni de tisons aux fesses, rien. Si un jour un truc vient et que je me sens l'énergie de reprendre ma plume et d'écrire, là je suis plus en mode fiction, pour tout te dire ces temps-ci. Là j'ai fini l'écriture de mon premier long. Avec ma co-autrice, on va partir à la pêche au producteur. Et on sait déjà que le travail que ça va être, ça. Donc je vais plus me focaliser sur ça pour l'instant. Je commençais aussi un travail d'écriture de Bible sur une série fantastique, donc inspiré de mon dernier court-métrage, Apparence, qui à la base était censé être une bande démo pour une série justement, que j'aimerais beaucoup vendre à des plateformes. Donc pour l'instant, on va dire que même si j'ai des producteurs, déjà mon producteur, Olivier Roncin, et puis d'autres producteurs qui ont vu La Banque Maman et moi, qui m'ont demandé, qui m'ont contacté pour collaborer avec moi, en me disant est-ce que tu as des trucs? J'ai fait pour l'instant non, mais si vous avez des envies de tourner, que vous avez des trucs, n'hésitez pas. Ils m'ont dit ouais, il n'y a pas de souci et tout. Est-ce que tu pourrais me citer quelques noms de réalisateurs ou de films, des films documentaires qui t'ont inspiré et qui continuent de t'inspirer? Alors un réalisateur pour le coup avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer en montage. J'ai monté quelques-uns de ses films, deux en l'occurrence, donc Christian Fauré et Patrick Bosselin, deux réalisateurs martiniquais. Patrick, dont le dernier film cartonne à l'international, il a reçu près de 70 prix, enfin c'est juste impressionnant. Je n'ai pas monté le dernier parce que j'étais en plein dans La Banque Maman et moi justement, mais je devais le monter, mais ça n'a pas été moi finalement. Après, en termes de réalisateur de docu, il y a eu ce réalisateur. Alors, je retiens pas, je suis mauvais pour ça, je vais être plus fiction, désolé, je retiens pas trop les noms des réalisateurs de docu. Celui qui a fait un documentaire que j'ai trouvé extraordinaire sur Whitney Houston. Et je crois que c'est le même qui avait fait Marley et qui avait fait Le Dernier Roi d'Écosse en fiction pour le coup. Je crois que c'est McDouglas ou un truc comme ça, je suis désolé, je ne retiens pas son nom. Et lui, il est fort. Ah, il est fort. Il est très très fort. Réflecteur, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Olivier Osier-Lafontaine pour cette rencontre. On se retrouve au prochain épisode pour une chronique ressources sur la Garde, qui exerce les missions de syndicat, protéger, défendre, informer les personnes qui écrivent et réalisent les films documentaires. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. S'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez me partager, sentez-vous libre de m'écrire en commentaire sur Instagram ou Facebook, je répondrai à tous vos messages et je ferai de mon mieux pour créer un nouvel épisode. C'est un podcast réalisé et produit par mes soins, avec une composition musicale réalisée par Claire-Sophie Dagnon, avec Vera et Léon au violoncelle et une illustration d'Hugo Merel. À bientôt!